La malédiction de Salem de Karine Gors, chapitre 4, l'hérésia. Dans le sud de la France, au matin du 21 décembre 1976, il neige abondamment. Malgré les 2 siècles qui viennent encore de s'écouler, le temps, lui, semble suspendu. Certes, la pluie, lorsqu'elle tombe, est un peu moins drue qu'au temps des pleurs de Mérédith, toutefois elle est toujours omniprésente. Bien sûr, les sorciers de magie blanche ont essayé de rétablir l'équilibre météorologique en essayant de faire la part belle au soleil, mais rien à faire. Lorsque ce dernier est enfin là, il ne peut arriver à laisser ses rayons transpercer les nuages assez longtemps pour réchauffer la terre et les hommes. Les sols sont tantôt boueux, tantôt enneigés. Heureusement, grâce à la magie encore un peu présente, tout ceci est contenu. Sans cela, les villes et les villages seraient sous les eaux avant d'être ensevelis par la neige qui tombe sans discontinuer durant tout l'hiver. Après que les nécromanciens autant que les sorciers se soient résignés quant au fait que le maléfice n'ait pas été rompu à la mort de Mérédith, ils gardent cependant espoir qu'il le sera dans un futur proche. Malheureusement, le mal est fait. La magie blanche recule un peu plus chaque jour au profit de la magie noire. Au fil des siècles, les terrestres ont pris conscience que les sorciers existent réellement. Il y a ceux qui n'ont plus besoin de potions pour obéir, leur ignorance suffisant à les faire regagner les rangs des milices. Et il y a ceux qui ont si peur des représailles qu'ils obéissent aux lois et aux ordres des sorciers de magie noire. Or, pour eux, la magie blanche que pratiquent les sorciers ou la magie noire des nécromanciens ont un point commun, c'est là l'unique source de leur misérable vie et de l'état pitoyable de leur planète. Il faut dire que rien n'a évolué à part le fait que les nécromanciens peuvent désormais se déplacer librement vêtus de leurs grandes aubes aux larges manches et aux capuchons aux extrémités pointues. Bien entendu, les sorciers, sous peine d'être démasqués, ne peuvent pas en faire autant. Pour exemple, les tenues vestimentaires restent semblables au siècle passé. Ainsi, les femmes portent de longues robes ou des jupes et chemisiers gris, quand les hommes revêtent leurs immuables pantalons à bretelles et leurs chemises à jabot. Il en va de même pour leurs déplacements, qu'ils font en carriole ou à cheval, car personne n'ose créer ni inventer. Les nécromanciens ont bien trop peur que cela améliore la qualité de vie de ceux qu'ils persécutent. Ils ne peuvent prendre le risque que les terrestres réalisent des inventions qui leur apportent du confort et du bien-être. Tant et si bien que celui qui s'y aventure termine brûlé vif pour sorcellerie. En effet, les bûchers et les potences sont toujours en activité. Ainsi donc, la magie blanche s'efface inexorablement. Les muses se cachent elles aussi. Les terrestres refusant d'avoir des idées qui feraient d'eux des créateurs, elles se sont résignées à les inspirer. Avec les pertes de grand nombre de sorciers, peu d'entre eux arrivent encore à jeter des sorts et à concocter des potions. De ce fait, tout comme les sans-pouvoir, ils sont devenus aussi mornes que le temps. Toutefois, la famille Tolérance, malgré tout cela, vit heureuse autant qu'il en est possible. Elle est composée de 3 sorcières de magie blanche. Il y a la grand-mère, Zuline, 74 ans, qui porte une longue natte de cheveux blancs. Malgré sa silhouette mince et son mètre 60, elle ne manque pas de force de caractère. Sa fille, Zéphira, 34 ans, est une très belle femme au physique pulpeux dont les cheveux chocolat descendent jusque dans son dos et font s'illuminer ses yeux noisettes. Pour compléter ce beau tableau familial, il y a Cléo, sa petite fille. La gamine, âgée de 4 ans, a toujours ces belles boucles rousses qui lui retombent sur le visage. Toutes 3 déambulent dans les allées du marché de la ville de Pau. De cette place, l'on peut voir les montagnes béarnaises enneigées. En cette première journée d'hiver, le blanc de la neige apporte de la lumière. Tandis qu'elles avancent, 5 chats viennent à leur rencontre. Ils se frottent contre les jambes des 3 sorcières, mais il est évident qu'ils manifestent un vif enthousiasme envers Cléo. La petite est ravie de cette compagnie. Elle rit aux éclats, ses grands yeux noisettes et verts tout écarquillés. Elle les caresse et reçoit en retour une cascade de ronronnements, signe de l'entière satisfaction des félins.
Zéphira et Zuline, qui connaissent la légende attribuée aux familiers, s'empressent de mettre la distance entre eux et la petite. Zéphira prend Cléo dans ses bras, tandis que la grand-mère d'un ton très bas s'adresse au chat en les fixant de ses yeux noirs. « Je suis navrée, mais si vous êtes familiers, je ne peux courir le risque que vous nous fassiez repérer, leur chuchote-t-elle. Allez, oust, du balai. Contre toute attente, les chats semblent la comprendre, car ils arrêtent immédiatement et poursuivent leur chemin tout en se retournant à maintes reprises. Les sorcières se remettent également en marche en cherchant du regard une éventuelle personne qui aurait pu les voir en compagnie de ces matous. Constatant avec soulagement qu'il n'en est rien, elles reprennent leur marché malgré la petite Cléo qui réclame avec insistance de retourner jouer avec les chaminous comme elle les appelle innocemment. « Cléo, ça suffit maintenant. Tu vas nous attirer des ennuis, ma chérie, la gronde gentiment Zéphira. Non, mais je rêve, peste soudain la grand-mère. Que se passe-t-il, maman? Regarde toi-même, ces nécromanciens de malheur ont encore fait un arrêté, râle Zuline. Ils ne savent plus quoi inventer. Zéphira s'approche d'un panneau de bois sur lequel se déroule et s'enroule une multitude de rouleaux de parchemin. Lorsqu'un nouveau doit y être accroché, il arrive jusqu'au panneau porté par un corbeau qui croasse si fort que cela résonne dans tout le quartier. Il en est ainsi partout où ces parchemins sont affichés. C'est de cette façon que les arrêtés sont portés à la connaissance du public. Celui-ci rappelle qu'il est absolument interdit de se vêtir avec des habits de couleur. Seuls le noir, le gris et quelques touches de blanc, si tant est qu'ils ne soient pas immaculés, sont autorisés. Même les étals du marché doivent appliquer ces consignes. Il y est en effet interdit, sous peine de mort, de vendre des plantes, des fruits, des légumes ou autres herbes de couleur vive qui seraient aussitôt suspectées de servir à concocter des potions magiques. Il faut dire qu'avec le manque cruel de soleil, bon nombre de fruits et de légumes ont depuis bien longtemps disparu. Quelques prunes et myrtilles résistent au milieu des navets, pommes de terre et autres panés. Tous ces ordres viennent de l'hérésie. L'hérésie, c'est le titre donné au chef du pays, celui par qui tous les arrêtés et toutes les condamnations passent. Il n'est autre que Némias Vreloudon, un homme imposant de par sa grande taille d'1,90 m et âgé de 64 ans. Ce serait plutôt un bel homme avec ses cheveux blancs mi-longs et ses yeux bleus si son côté obscur ne gâchait pas tout. Il est le fils de la nécromancienne Margaret et de ce fait le descendant direct de Mérédith. Il est aussi et surtout le premier garçon à naître de cette très longue lignée de sorcières de magie noire. Tout comme ses aïeuls, à son tour, il poursuit la terrible chasse aux sorcières. S'il régit sa loi depuis la France, c'est parce que sa mère souhaitait retrouver et faire payer à celle qui lui avait volé son mari tout le mal qu'elle avait fait à sa famille. Toutefois, durant un de ses voyages autour du monde afin de rencontrer les chefs de milice qu'elle a nommés à travers le globe, elle a perdu la vie. Les proches de la sorcière qu'elle pourchassait ont réussi malgré les faiblesses de la magie blanche à la faire prisonnière dans les tunnels du temps. Furieux, Némias rajoute cet acte criminel à la longue liste des méfaits commis envers les siens. Le sort de cache-cache ne pourra pas protéger indéfiniment la lignée de la sorcière, car celui-ci faiblit. En effet, le nécromancien sait désormais que des descendantes de cette femme vivent non loin de là. Reste pour lui de les trouver et ainsi découvrir leur identité. Outre le fait d'être un puissant sorcier de magie noire, il est également un homme influent. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, il a érigé en plein centre de Pau une immense bâtisse qui porte le nom d'Hérésia. C'est le bâtiment le plus haut et le plus imposant de toute la ville. Il compte une multitude de colonnes de pierre et sur le toit en voûte, d'effrayantes et imposantes gargouilles de chair et d'os surveillent les lieux. Une immense porte en arc est entourée par 2 statues d'or de 3 mètres de haut. Elles représentent Némias et sa femme Xénobé, tenant droit devant eux leurs baguettes magiques. Si Némias est toujours uni à son épouse, c'est uniquement grâce à la potion de liage,
Sinon, il est fort à parier qu'il aurait fini lui aussi par succomber au charme d'une sorcière blanche. Pourtant, son épouse de 10 ans, sa cadette, est somme toute une assez belle femme, avec sa chevelure frisée et rouge qui lui tombe sur les épaules et ses yeux verts en amande. C'est donc toujours unis qu'ils poursuivent leurs méfaits ensemble. Fier que le maléfice de son aïeul ne l'ait toujours pas atteint, il a donc fait couler ses 2 statues d'or. Pour ce faire, il a été en personne capturé des léprechauns. Némias les retient dans un de ces innombrables cachots que contient l'hérésia. Ce sont également ces créatures qui ont créé les fils d'or ayant servi à coudre les aubes des nécromanciens. Les léprechauns sont de tout petits hommes roux, barbus et chapeautés, souvent de mauvaise humeur. Ils sont vêtus de rouge ou de vert et ont toujours en leur possession une canne de bois. Ils sont très recherchés par les sorciers de magie noire car ils sont réputés pour être les gardiens des chaudrons remplis d'or qu'ils déplacent au pied des arcs-en-ciel qu'ils font apparaître à l'aide de leurs cannes. Ils ont beaucoup d'ennemis qui convoitent leurs trésors dont les gnomes font partie. Dans l'hérésia, les quelques terrestres qui sont autorisés à y circuler sont ceux faisant partie des milices dont les rangs continuent à grossir jour après jour, notamment avec les sans-pouvoirs devenus fanatiques de la chasse aux sorcières, persuadés d'œuvrer pour le bien de l'humanité. Rien que ça. Tout ceci sans aucun doute dû à la noirceur de leurs âmes. Et puis, il y a les apeurés qui pensent que le grade de sycophante les met à l'abri de la colère et du dégoût des nécromanciens à leur égard. Il est des gens qui ont pour ruse de se ranger systématiquement du côté du plus fort, tournant leur veste plus vite que n'avance le vent. Au sous-sol se trouve la seule école de France. C'est une école de magie et elle est bien entendu exclusivement réservée aux nécromanciens. D'une part parce que les sorciers de magie blanche ne peuvent vivre au grand jour, et d'autre part parce que l'enseignement ne se donne plus aux terrestres depuis des siècles. La triste vie de ces derniers est uniquement vouée à servir les nécromanciens. Alors à quoi bon leur inculquer un quelconque enseignement ? Tous les jeunes élèves entrent par les portes ou les fenêtres des salles de classe. Pour cela, il leur suffit de se placer dans l'encadrement d'une ouverture à leur domicile et de dire à voix haute la destination souhaitée. De cette façon, ils arrivent directement dans leur classe au début des cours et le soir, ils repartent dans leurs habitations respectives de la même manière. Dans cette école, il y est dispensé des cours de potions, l'apprentissage du latin très utilisé pour les sortilèges, la pratique de l'utilisation des tunnels du temps et le combat magique. À ce programme déjà bien chargé s'ajoute la connaissance des runes et de la nécromancie, une sorcellerie dont les morts se servent afin de leur révéler des éléments déterminants du passé et du futur. L'école contient un grand nombre de salles de classe, en témoigne l'immense couloir qui les dessert, au bout duquel se trouve une minuscule porte dont l'écriteau de bois planté au-dessus indique la sentence. Dans la salle des potions se trouve un nombre incroyable de chaudrons fumants. À l'intérieur bouillonnent des liquides verts, jaunes ou rouges. Némias, qui interdit les couleurs en dehors de l'hérésia par peur de rendre les terrestres un tant soit peu heureux et qu'ils reprennent espoir, laisse dans cette salle naître des palettes de couleurs créées par le mélange des divers ingrédients. Les jeunes nécromanciens sont attentifs à leurs recettes, car il ne faut surtout pas faire exploser le bâtiment tout entier. Ils sont par petits groupes de 4 ou 5 autour de chaque chaudron. Il y en a de toutes les tailles. Du chaudron pas plus grand qu'un bol à celui pour lequel il est nécessaire de monter sur des marchepieds et de touiller avec une cuillère de bois d'au moins 2 mètres de longueur. Des élèves ont le visage noirci et les cheveux roussis par de micro-explosions. D'autres sont recouverts d'un liquide épais et gluant. Les 2 professeurs qui s'occupent du cours ricanent pour se moquer des malchanceux ou hurlent des reproches sur les mauvais élèves. Jamais l'on n'entend un compliment. À ce propos, Némias, au début de chaque année, explique à tous ces jeunes que l'on ne devient pas un nécromancien digne de ce nom à grands coups de mièvrerie et autres bons mots.
De même, il est absolument interdit au sein de son école de montrer une quelconque forme de compassion, d'amitié ou pire, d'amour. Car même si les nécromanciens ne le savent pas tous, Némias, lui, connaît les risques de développer des sentiments et a fortiori si c'est de l'amour. Il est vrai qu'il y a de moins en moins de sorciers et de sorcières de magie blanche, ce qui est censé rendre moindre le risque du sortilège de l'amour mixte. Toutefois, il préfère rester sur ses gardes. À ce propos, aujourd'hui, ce sont 2 jeunes filles qui vont en faire les frais. Alors que Ninon, une blondinette aux yeux marrons, sort du cours de latin, elle bouscule sans le vouloir Léna, une grande jeune fille, elle aussi blonde, qui chute et laisse tomber ses grimoires. Ninon, dans un réflexe innocent du haut de ses 10 ans, présente ses excuses à sa camarade qui n'a que 2 ans de plus qu'elle et l'aide à se relever. Les 2 gamines se sourient et semblent se montrer une marque de sympathie. Lorsqu'elles s'en rendent compte, elles se retrouvent déjà nez à nez avec des professeurs qui les dévisagent d'un air empli de reproches. Elles sont aussitôt envoyées devant la porte du bout du couloir. Les 2 pauvres enfants se regardent, les jambes tremblantes et les yeux humides. Les professeurs ne prononcent aucun mot et se contentent de les pousser vers la porte à l'aide de leurs baguettes. Ninon et Léna comprennent qu'elles n'échapperont pas à leur punition. La plus jeune, courageusement, tend alors sa main devant elle, afin d'attraper la poignée de la toute petite porte. À peine a-t-elle posé le bout de ses doigts dessus que l'ouverture s'agrandit et s'ouvre brusquement, tandis que les 2 fillettes sont aspirées dans une sorte d'entonnoir. Puis aussitôt, la porte se referme avec fracas. Les professeurs, affublés de leurs grandes aubes noires, dont l'un d'eux la remplit de sa bedaine imposante, affichent des sourires de satisfaction qui font peur. Ils font demi-tour et repartent dans leurs classes respectives comme si de rien n'était. Ils informent à nouveau leurs élèves que dans l'école, l'humanité et la compassion ne sont pas admises, car ce ne sont ni plus ni moins que des marques de faiblesse. Pendant ce temps, Ninon et Léna se retrouvent dos à la porte dans le noir absolu. Sans dire un mot, elles se donnent la main pour se rassurer. Maintenant qu'elles sont dans la pièce aux sentences, cela ne peut pas être pire. Elles savent une seule chose de cet endroit, aucun élève envoyé ici n'en est ressorti, ni mort ni vivant. Soudain, devant elles, une lumière apparaît. Il s'agit d'un rayon de soleil qui transperce l'obscurité comme le ferait la lame d'une épée. D'un seul corps, lentement, elles avancent. Elles doivent mettre la main sur leurs yeux pour se protéger de la luminosité de plus en plus forte. Il faut dire que tout comme les sorciers, elles n'ont jamais vu le soleil. Pourtant, cette lumière brillante et chaude les rassure. Elles avancent donc vers la clarté. Lorsque les 2 gamines sortent totalement de l'obscurité, elles arrivent dans une forêt verdoyante bordée de sapins touffus. Des centaines de fleurs multicolores parsèment le sol herbu. Léna et Ninon se regardent, toujours sans dire un mot, mais elles sourient se pensant sauvées. Comment pourrait-il en être autrement ? Après tout, ce paysage n'a rien d'effrayant. Être là n'a pas l'air d'être une punition.